C'est vraiment de la désinformation. Ça prouve que le journaliste qui a fait présenter ce tableau à LCI, est soit il vit sur une autre planète, soit il a des intentions cachées. À mon avis, c'est les deux. Si on était dans le domaine de la mode, on dirait que c'est la tendance été-automne. Depuis un certain nombre de jours, voire de semaines, c'est la petite musique que l'on entend en France. Et si on tend l'oreille, on entend des arguments selon lesquels il existerait une France du travail à la peine et une France des allocs qui profite et qui vit plutôt bien, pour qui c'est Ibiza quasiment. C'est un peu ce qu'a prétendu la chaîne de télévision LCI dans une émission. Elle a diffusé cette infographie qui explique que quand un couple de personnes au chômage gagne plus par mois, 2 902 euros, qu'un couple de personnes au SMIC qui gagnerait 2 858 euros. Bien entendu, c'était faux, on s'en doutait, mais les activistes, les militants de l'ONG ATD Quart Monde ont pris leur calculette et corrigé l'infographie en question. Et donc, voilà, on arrive à des résultats qui sont plus proches de la réalité, enfin, qui sont la réalité. C'est surtout mon invité, Jean-Christophe Sarraut, responsable emploi formation d'ATD Quart Monde, qui a taillé en pièces les calculs de LCI. Jean-Christophe Sarraut est par ailleurs un des rédacteurs principaux, le rédacteur unique. En tout cas, il nous dira du livre « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ». Il reviendra sur cette fake news dans cette émission. Mon autre invité, Céliane, est une personne privée d'emploi, au-delà des propos de plateau télé, proférés par des personnes vivant de leur statut d'élu, souvent depuis des décennies. Elle nous racontera, elle aussi, elle nous rappellera en tout cas, ce que c'est que d'être au chômage dans la France de 2022. Elle nous dira aussi comment on peut, malgré tout, relever la tête et militer, se poser en activiste et défendre aussi les autres demandeurs d'emploi, ne pas seulement se sentir écrasé par un discours médiatique absolument culpabilisant. Bref, j'ai à l'avance du plaisir à discuter avec vous. Bonjour Jean-Christophe, bonjour Céliane. Bonjour à vous. Alors, je commence par Jean-Christophe. Par vous, Jean-Christophe, afin que vous nous réexpliquiez en quoi le calcul qui consiste à attribuer à un couple de chômeurs le même revenu qu'à un couple de travailleurs au SMIC est, nous n'ayons pas peur de le dire, délirant. Oui, c'est vraiment de la désinformation. Ça prouve que le journaliste qui a fait présenter ce tableau à LCI, soit il vit sur une autre planète, soit il a des intentions cachées. À mon avis, c'est les deux. L'erreur de base qu'il a faite, en fait, c'est qu'il est allé voir... Donc, il a ajouté, en fait, un montant de RSA pour le couple qui vit, qui n'a pas accès à un emploi et qui perçoit des allocations chômage. Il a ajouté un montant de RSA parce qu'il est allé voir combien touchait en RSA un couple avec enfant. Il a vu 1 200 euros. Il a pensé que c'était 1 200 euros par parent, ce qui fait 2 400 euros. Vous imaginez qu'un journaliste économique puisse penser qu'un couple au RSA peut toucher 2 400 euros par mois de RSA ? C'est vraiment... voilà. Et donc, c'est vraiment l'erreur principale qu'ils ont faite. Alors, ils ont fait un démenti ce matin qui les enfonce un peu plus dans le ridicule, à mon avis, puisqu'ils ont admis qu'ils avaient fait cette erreur-là. Ils ont ajusté un petit peu des montants de primes d'activité pour la famille qui est au SMIC, parce que c'est vraiment ça qu'il faut savoir, hein. C'est que quand on perçoit 1 ou 2 SMIC, à partir du moment où on est dans une famille qui comprend au moins 3-4 personnes, on a droit à une prime d'activité. Donc c'est tout simple, hein. Il faut aller sur le site de la CAF ou sur le site meszed.gouv.fr pour faire la simulation. Donc ils ont fait cet ajustement au lieu d'un différentiel en faveur pour LCI de la famille au chômage de 1 000 euros par mois, ils aboutissent à un différentiel de 500 euros par mois, ce qui est encore complètement faux, hein, puisque le différentiel, il est dans l'autre sens pour la famille au SMIC de 1 000 euros par mois environ. Et ils disent, sur le fond, ça ne change rien. En fait, sur le fond, ça change déjà qu'on est à un différentiel 2 fois plus petit, et puis ils s'enfoncent dans l'erreur aussi. Le différentiel est vraiment dans l'autre sens. Ça prouve en réalité qu'ils n'ont pas contre-enquêté, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas rapprochés de personnes qui vivent dans ces situations-là pour leur demander leur situation, parce que au-delà des bouts de papier ou au-delà de ce qu'on peut trouver sur Internet, il y a des êtres de chair et de sang qui vivent pas loin de chez nous et à qui on peut demander, à qui on peut soumettre nos calculs, qu'on peut faire témoigner, parce que c'est quand même une des bases du journalisme de faire témoigner les personnes, mais cela n'a
pas été fait du tout. Non, puis ça montre bien qu'en fait, on arrive mieux à convaincre l'opinion publique à travers des chiffres. On pourrait parler des chiffres des annonces d'emplois disponibles on parle de 300 000, c'est complètement erroné. Les chiffres du chômage sont faux, etc. Mais ils en imposent parce que c'est des chiffres et les gens ne savent pas comment les prendre. Et on les martèle, et ce qui est martelé à la télévision est vrai. Et ce qui est fou, c'est que les grands médias de Radio France, par exemple, n'ont pas démenti ces chiffres-là. Alors, il n'y a pas qu'à TD Carmonde qui les a démentis. Il y a aussi il y a quand même Libération sur Check News. Il y a des... Libération qui a fait appel à vous, notamment. Oui, aussi, il y a Yann Gaudin, un monsieur sur Twitter qui est très attentif, qui est spécialiste aussi des questions de Pôle emploi, qui est très attentif à ce qu'on ne désinforme pas sur ces questions-là. Et puis, il faut bien se dire que autant le RSA que les allocations chômage sont calculées de telle sorte qu'on n'a pas intérêt à ne pas travailler. Ce n'est pas possible, ça. Il y a toujours un différentiel d'environ 1 millier d'euros entre une famille qui travaille au SMIC et une famille qui est au RSA ou aux allocations chômage. On rappelle que dans la simulation, en fait, les deux familles avaient chacune 2 enfants. Oui. Alors, Sylviane, je ne sais pas si vous avez regardé cette émission, ou en tout cas si vous avez été informé de cette polémique, et je suppose que ça a réveillé chez vous certains sentiments, un certain ressenti, une certaine peut-être colère. Oui, je trouve ça aberrant en fait qu'on puisse dire que les gens sont confortablement installés au chômage. Déjà, c'est nier toute la politique de Pôle emploi aujourd'hui qui pressurise vraiment en fait les chômeurs. On reçoit des dizaines de mails par jour où on a des rendez-vous réguliers pour nous proposer des emplois qui sont dans des conditions de travail souvent dramatiques en fait. Moi, je viens du monde de la restauration en fait. Donc, justement, ce monde de la restauration nous dit souvent qu'il y a du boulot et que les gens n'en veulent pas. C'est ça. Alors la pénurie de main-d'œuvre de la restauration, je l'ai un peu en travers parce qu'on en a entendu parler tout l'été, on en entend encore régulièrement parler. Moi, les offres d'emploi, elles viennent pas jusqu'à moi, ou alors c'est des offres d'emploi complètement indécentes. On me propose des salaires aujourd'hui plus bas que ce que j'étais à payer à Marseille, alors que le prix de la vie en région parisienne est quand même considérablement plus élevé, et sans aucune marge de manœuvre. J'ai eu le droit à un rendez-vous à Pôle emploi pendant 1h30 où on me présente une diaporama d'une start-up de la restauration qui projette de faire 25 millions de chiffre d'affaires et qui me propose de travailler pour eux au SMIG, en fait. Alors, je suis en mode, mais c'est pas possible. Et tout ça, en plus, cette même entreprise, parce que c'est aussi toutes les entreprises profitent aussi de Pôle emploi, dans le sens où on me proposait un POEI, donc c'est en fait un plan opérationnel à l'emploi. Donc, alors que c'est mon métier, en fait. Je suis commise de cuisine. Je n'ai pas besoin d'une formation avant de rentrer en poste. Pendant 3 semaines, payée par Pôle emploi. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, j'étais à disposition de l'entreprise, mais je n'étais pas payée par elle. Donc, j'étais une main-d'œuvre gratuite. Et c'est Pôle emploi qui continuait de me verser ma rémunération. Comme si vous appreniez le métier quelque part. Comme si j'apprenais le métier. Et en fait, on voit la pente glissante vers le RSA et le travail forcé, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles cherchent une main-d'œuvre quasi gratuite. Alors que, par exemple, dans la restauration, c'est totalement scandaleux. Ils font vraiment des marges, ils font vraiment de l'argent. On ne peut pas dire que c'est un secteur qui manque d'argent, en fait. Donc... Et alors, à l'époque, moi, je suis peut-être déjà un peu vieux, mais un commis de cuisine, normalement, dans la France qu'on a connue, en fait, il ne gagnait pas le SMIC, hein, ça c'est sûr, et il n'était pas une sorte d'emploi aidé par Pôle emploi. Donc, c'est intéressant, en fait, votre témoignage, parce que ça nous montre la réalité des interactions entre Pôle emploi, les employeurs et les demandeurs d'emploi, notamment dans la restauration. On parle beaucoup de pratiques absolument condamnables et qui ne sont pas, punies par la force publique. On a eu en restauration une des plus mauvaises conventions collectives. En fait, ça a été très très mal négocié. On a des personnes qui peuvent travailler en coupure, qui peuvent des fois aller jusqu'à 13 heures dans la journée avec une coupure en plein milieu. En fait, ce qui est intenable pour des personnes qui ont par exemple une vie de famille. Non, par exemple, je travaille le matin jusqu'à 13 heures, je coupe pendant 3 heures par exemple, ou 4 heures, et ça veut dire que je ne peux pas bouger en fait, en réalité. C'est ça. Et donc du coup, c'est comme une sorte de temps plein, ou même plus qu'un temps plein.
C'est des temps pleins qui peuvent occuper 80 heures dans la semaine des personnes, finalement, vu qu'elles sont bloquées sur ces temps-là, quoi. Et puis, on a aussi des heures supplémentaires énormes et souvent, en fait, qui sont sous-payées, quoi, en fait. On n'est pas... Il y a une règle, normalement, qui est 25 et 50% pour les heures supplémentaires. En restauration, on est, il me semble, à 15 et 25%. Donc, alors qu'on fait partie des personnels qui sont le plus soumis aux heures supplémentaires, quoi. Mais justement, a priori, on se dit que dans un secteur, s'il a du mal à recruter, il améliore les conventions collectives pour attirer du personnel. Pourquoi, en fait, dans le secteur de la restauration, le rapport de force entre le salariat et le patronat ne se négocie pas mieux via les conventions collectives? Est-ce qu'il y a un problème de syndicalisation? Est-ce qu'il y a un problème d'atomisation des travailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je pense que déjà, oui, il y a un problème d'atomisation des travailleurs parce que quand on est dans la restauration, il y a plein de petites enseignes en fait, et de petits restaurants. C'est pas si facile pour ça, pour les personnes de se réunir, de se rencontrer et de discuter de leurs conditions de travail, en fait. Et après, tout simplement, je ne sais pas comment ça a pu être négocié au départ, mais finalement, aujourd'hui, même si on entend pénurie de main-d'œuvre, les restaurateurs, au lieu de rentrer dans la négociation avec les salariés, préfèrent parfois fermer les restaurants. On a vu sur la Côte d'Azur cet été des restaurants qui étaient fermés 2 jours par semaine plutôt que payer des employés convenablement, en fait. Donc, je ne sais pas comment c'est réfléchi par ces personnes-là, mais c'est tout simplement aberrant. Alors, je reviens vers vous, Jean-Christophe Sarraud. Donc, vous avez écrit sur les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. Il y a des pauvres qui travaillent. Malheureusement, aujourd'hui, en France, il y a des travailleurs pauvres, mais c'est surtout des personnes sans emploi. C'est quoi les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté qui sont les plus communément répandues ou alors les plus communément admises, ou les deux? Par rapport à l'emploi ou en général? En général. C'est que les personnes peuvent vivre pas si mal que ça avec les aides sociales, qu'on a une protection sociale, ça a été évoqué tout à l'heure, très généreuse. C'est vrai qu'on a une bonne protection sociale par rapport aux autres pays, mais on en a une des plus efficaces aussi, puisqu'elle réduit la pauvreté pratiquement par 2. Allez voir un petit peu les taux de pauvreté en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, tous ces pays qu'on nous montre en exemple par rapport aux politiques de l'emploi. Alors les autres choses qu'on entend beaucoup, c'est que les gens ne savent pas élever leurs enfants, Puis après, il y a toutes les idées fausses sur on peut pas faire, on a tout essayé, on peut pas faire mieux, on peut pas se permettre de s'endetter davantage, etc. L'argent qui serait nécessaire pour créer des emplois, aider les entreprises aussi à améliorer la qualité, ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. On sait où aller le chercher. C'est rétablir une fiscalité plus juste. Ça, à TD Quart-Monde, on aimerait beaucoup qu'on revienne à des niveaux d'imposition des personnes et des entreprises qui soient plus justes que ce qu'elle est actuellement. On sait que le plus grand milliardaire français s'est enrichi de 100 milliards pendant la crise sanitaire. 100 milliards, c'est 4 fois ce qu'il faut pour supprimer la pauvreté, ce qu'on appelle la pauvreté monétaire en France. Monsieur Arnaud, Monsieur Arnaud qui contrôle le Parisien, les Échos, ce nombre de médias. Il faut le dire, parce que le débat est structuré par les médias. Voilà, avec les sous qu'il s'est fait pendant la crise sanitaire, il peut faire passer pendant 3 ou 4 ans, toutes les personnes qui sont sous le seuil de pauvreté au-dessus. Donc, l'argent, il est là. Donc, et ça, on n'a pas fait un livre qui s'appelle « En finir sur les idées fausses ». Sur les riches et la richesse, mais il y aurait de quoi faire aussi. Vous avez aussi un livre que je vois, Zéro chômeur, le 2e. Oui, alors parce que en fait, tous ces discours qui visent à déprécier les personnes qui sont dans la précarité, dans le chômage, moi je pense qu'ils ont 3 objectifs. Le premier, c'est de décourager les personnes de recourir à leurs droits. Parce que si quand on va demander le RSA ou les allocations chômage, on entend à chaque période de réforme de l'assurance chômage ou même à chaque campagne électorale, les chômeurs sont des paresseux, ils peuvent gagner plus à rester chez eux, les bénéficiaires du RSA, etc. On va aller moins solliciter le RSA ou les allocations chômage. Ça s'appelle les non-recours. Ça fait économiser des milliards par an aux finances publiques. Ça, c'est un premier objectif, je pense, de toutes ces campagnes qui stigmatisent les personnes en précarité. Un deuxième objectif, c'est aussi de faire passer dans l'opinion publique l'idée qu'il faut vraiment continuer à déconstruire cette protection sociale qui est vraiment trop
trop généreuse avec des gens qui ne veulent pas s'en sortir. C'est pas un hasard, hein. Donc si ces campagnes sortent au moment de réforme de l'assurance chômage et du RSA. Et puis la troisième objectif de ces discours-là, c'est occuper du temps de parole pour qu'on ne se pose pas les vraies questions et qu'on n'apporte pas des vraies réponses à ces vraies questions. Parce que les bonnes nouvelles, c'est que si on veut créer des emplois, effectivement, des expérimentations comme Territoire zéro chômeur le montrent, si on veut créer autant d'emplois décents, et si possible écologiques, qu'il y a de personnes privées d'emploi, on a des expérimentations comme Territoire zéro chômeur ou d'autres qui commencent à montrer que c'est possible. Et c'est ça que veut cacher, je pense, le gouvernement aussi. C'est que Elisabeth Borne, elle connaît très bien l'expérimentation Territoire zéro chômeur. Nulle part dans les réformes à venir des politiques de l'emploi, on a vu mentionner cette expérimentation-là. On comprend pas. C'est une expérimentation aussi dont les citoyens et les partis doivent se saisir davantage, en fait. Ils doivent vraiment... peut-être que nous, on ne la fait pas connaître assez. Elle n'est vraiment pas assez connue. C'est un moyen révolutionnaire de créer des emplois décents qui est à notre portée. Alors, je voudrais vous demander, Céliane, quand Jean-Christophe parle du fait de complexer les chômeurs pour qu'ils n'aient pas recours aux garanties, aux aides, aux allocations, vous militez donc au sein du collectif CGT chômeurs précaires. Déjà, comment on fait pour quitter du statut d'une personne qui se sent accablée, une personne battante et revendicatrice? Et est-ce que il y en a beaucoup qui ont du mal justement et qui s'enferment dans une sorte de culpabilité qui n'a pas lieu d'être? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre malheureusement pas, mais en fait les personnes qui viennent à nous, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est très difficile d'avoir une vraie allocation de Pôle emploi. En fait, on se demande même si Pôle emploi fait pas exprès en fait de se tromper dans ses calculs et de donner des allocations considérablement basse, en fait. Donc les personnes viennent nous rencontrer et nous, on les aide à refaire les démarches qui prennent des fois plusieurs mois, ce qui peut être très dramatique pour des personnes en situation de précarité, pour obtenir en fait tous leurs droits. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a seulement 38% des demandeurs d'emploi qui sont indemnisés et que l'allocation mensuelle moyenne, elle est à 960 €. Donc elle est en dessous du seuil de pauvreté, en fait. Donc on ne peut pas dire que les chômeurs sont riches et la coulent douce sur le canapé. Enfin, encore plus, je pense, en région parisienne, je pense qu'avec 960 € par mois, il n'y a pas grand monde qui peut faire beaucoup de choses. Nous, on fait des permanences pour accueillir les gens, mais en fait, des fois aussi, on est démunis face aux situations qui sont sans cesse nouvelles, où nous-mêmes, on doit se former quotidiennement pour savoir ce qui se passe et à quelle situation les gens vont être confrontés, parce que parfois, on a des personnes qui viennent nous voir en nous demandant si elles vont être radiées par rapport à des propositions d'offres d'emploi qu'elles ont eues, en fait. Mais comme le système change constamment, parfois, on est juste en incapacité de répondre, en fait, à ces personnes-là. Après, je pense que c'est important de se réunir et de voir qu'on est tous confrontés à la même réalité. On a fait à la fin du mois d'août avec notre comité à une vingtaine de militantes une étude sur les offres d'emploi de Pôle emploi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 60% d'offres illégales, ce qui est dramatique. Les fameuses offres non pourvues. C'est ça. Donc les offres, en fait, elles sont soit incohérentes, soit mensongères, soit complètement inexistantes, en fait. On a 95% des agences d'intérim qui mentionnent des contrats au mois. Et en fait, quand on leur téléphone, c'est des contrats à la semaine, voire au jour le jour, en fait. Enfin, c'est complètement scandaleux. Les entreprises d'aide à la personne, elles parlent toutes de temps partiel choisi. Alors que, aujourd'hui, on sait très bien que la plupart du temps partiel, c'est quelque chose qui est subi, en fait, et en aucun cas, c'est quelque chose qui est choisi. Est-ce que, justement, Pôle emploi, ou alors l'État, le gouvernement, la force publique, punit les gens qui publient des offres d'emploi illégales? Est-ce que, quand vous les dénoncez, est-ce qu'il y a des suites? Non, nous, on a eu un premier recours qui a été refusé. Et en fait, la politique de Pôle emploi, c'est toujours de tirer sur les chômeurs, en fait. Ce qui fait qu'en 2021, on a eu 166 400 radiations, en fait, qu'on pourrait considérer comme des radiations illégales, en fait, parce que ces personnes-là sont radiées sur des propositions d'offres d'emploi ou des offres d'emploi qui n'existent pas. En gros, expliquez-moi, après un certain nombre de refus, c'est ça, de propositions, on vous radie. Et déjà, ces propositions peuvent être indécentes, et elles peuvent être illégales, si je comprends bien. Oui, par exemple, moi, on peut me proposer aujourd'hui des salaires en dessous de ce que j'étais payé précédemment. Et en fait, si je refuse, au bout de 3 fois, je peux être radiée par mon conseiller Pôle emploi.
Mais en fait, ce qu'on voit venir avec la nouvelle assurance chômage et la loi qui est en train de se programmer, dont on va bientôt entendre parler, c'est que peut-être je me ferai radier dès la première fois, en fait, dès le premier refus. En fait, quelque part, de manière systémique, Jean-Christophe, ce dont elle parle, c'est grave parce que ça revient à tirer les salaires vers le bas artificiellement, étant donné peut-être que dans la loi de l'offre et de la demande, les employeurs, ils sont, disons, face à un mur. Mais en fait, on joue sur, on fragilise les demandeurs d'emploi pour quelque part tirer les salaires vers le bas, parce que si vous avez le feu aux fesses, vous allez accepter un salaire plus bas que votre salaire précédent, et de part en part, le salaire moyen va baisser. Peut-être que je suis idiot, mais j'ai l'impression que c'est ça en économie. Oui, tirer les salaires vers le bas, pas seulement, tirer les conditions de travail aussi dans leur ensemble vers le bas. Enfin, moi, quand je suis face à Céliane, si je suis patron de petite entreprise, je n'ai pas l'impression d'être face à quelqu'un qui ne veut pas travailler. Ce que nous, on voit à TD Quart-Monde, c'est des personnes qui... alors, je pense à Josiane, par exemple, une bénévole d'ATD Quart-Monde qui vit dans une grande précarité, qui n'arrive à trouver que des emplois précaires. Et son expression à Josiane, c'est « le travail est une couverture de survie ». Ça veut dire qu'elle accepte des emplois précaires parce qu'elle espère qu'un jour, ça lui permettra peut-être de passer à un emploi plus stable. Et ça ne marche pas, en fait. Et on voit que les personnes veulent travailler, que tous ces discours masquent l'absence de volonté politique de faire deux choses, d'améliorer la qualité des emplois existants et les conditions de travail, et de créer des emplois. Parce que le problème, c'est qu'on est dans une société de chômage de masse, c'est-à-dire qu'on crée de moins en moins d'emplois en CDI, et puis d'emplois dans des conditions décentes, parce que le seul marché ne peut plus arriver à faire ça. Ça veut dire il y a l'emploi public, il y a l'emploi privé, il faut absolument... moi, j'appelle ça l'emploi considéré comme un commun. Et à mon avis, c'est ce qui est en train de s'inventer sur ces territoires zéro chômeur. Il faut absolument que des territoires, des collectifs se rassemblent avec toute une diversité d'acteurs pour se dire c'est quoi les besoins sur le territoire, c'est qui les personnes qui sont en manque d'emploi et comment on va financer ça. Territoire zéro chômeur propose une solution de financement qui est de transférer le coût du chômage de longue durée vers des salaires pour créer des CDI au SMIC. Et ça marche. On est qu'au milieu du gué de cette expérimentation-là. Sur certains territoires, ça ne va pas bien. Sur d'autres, ce qui s'invente est vraiment porteur des emplois de demain. Il y a quand même une limite à ça, c'est le SMIC. Parce qu'aujourd'hui, le SMIC, il n'augmente pas avec l'inflation. Le SMIC donc diminue. Et le SMIC va devenir bientôt une couverture qui n'empêche pas d'avoir froid. Oui. Il faut que le SMIC augmente. Ça c'est sûr, parce que quand on est travailleur au SMIC, on est souvent travailleur pauvre, surtout si on a 1 ou 2 enfants, surtout s'il n'y a qu'un seul SMIC dans la famille. Mais le pari de ces territoires zéro chômeur, il est juste ça, il est assez humble. Il est de proposer des CDI au SMIC. Ce qui est révolutionnaire, c'est que c'est du temps choisi. Pardon, c'est inconditionnel, embauche inconditionnelle. C'est-à-dire, en théorie, on ne demande même pas son CV à la personne, je ne sais pas si vous imaginez. Elle doit juste prouver qu'elle est ce qu'on appelle privée durablement d'emploi et qu'elle habite sur le territoire depuis au moins 6 mois et qu'elle veut travailler. Et l'embauche se fait et le financement est déclenché automatiquement. Ça veut dire qu'on peut créer autant de ce type d'emploi que de personnes privées d'emploi sur le territoire. Alors, l'avantage systémique d'un tel système, c'est que quelque part, contrairement à celui qui a cours actuellement, il pousserait les salaires vers le haut puisqu'il diminuerait le nombre de chômeurs et il augmenterait le revenu moyen finalement qui passerait du RSA au SMIC si on le généralisait. Céliane, alors pour revenir en fait sur cette idée commune qui n'est pas qu'une idée politique mais qui est partagée par un certain nombre de Français, y compris de Français qui travaillent, qui cravachent et qui sont manipulés par certains discours. La vie d'un demandeur d'emploi, d'une personne privée d'emploi, elle n'est pas facile, notamment dans les rapports avec d'autres disons, institutions, notamment avec les banques, pour avoir un logement, etc. C'est absolument difficile. Est-ce que vous avez des expériences personnelles ou des expériences partagées qui peuvent montrer à ceux qui nous écoutent, c'est quoi la vie d'un demandeur d'emploi, d'une personne privée d'emploi aujourd'hui en France ? Je pense qu'aujourd'hui, en région parisienne, si quelqu'un faisait un dossier en montrant qu'il est au chômage pour avoir un logement, ça serait impossible. En fait, la personne n'aurait pas de logement. Donc,
Oui, non, clairement. Elle ne pourrait ni louer ni acheter. Non, acheter encore moins. De toute façon, les banques ne prêteraient pas, ça c'est certain. Mais en fait, même pour louer, quand on voit que, de toute façon, même avec un SMIG aujourd'hui, une personne ne pourrait pas louer toute seule en région parisienne parce qu'il faut gagner 3 fois le loyer. Mais en fait, le SMIG, il a quoi, 1400, etc. Enfin, ça fait 1300 net. 1300, ça fait jamais 3 fois un loyer parisien, en fait. C'est pas possible. Et bien sûr qu'il faut augmenter, les salaires. Après, moi, je me méfie des aides aux entreprises qu'on veut souvent beaucoup faire parce qu'en fait, on fait beaucoup ça. Par exemple, on a vu ces dernières années beaucoup d'aides pour les contrats d'apprentissage et les apprentis. Sauf qu'en fait, les contrats d'apprentissage, c'est quand même des jeunes qui sont dans des contrats de travail à 35 heures qui sont payés en dessous le SMIC, avec des salaires qui commencent à 400 € par mois. En fait, et c'est un vrai problème. On ne peut pas accepter ça aujourd'hui. Enfin, moi, je pense qu'il faut arrêter de vouloir aider les entreprises. Alors, je pense que le système dont tu parles, c'est aider des collectivités, des collectifs. Des entreprises aussi. Ok, d'accord. Le système que tu évoques est sans doute pas le meilleur, et certainement pas le modèle qu'on devrait suivre. Mais quand on accorde 140 milliards, je crois, par an d'aide aux entreprises, sans guère de contrepartie. Donc déjà, associer des contreparties aux aides accordées, comme on demande des contreparties aux personnes au chômage ou avec le RSA, là, avec les réformes à venir. C'est Bruno Le Maire qui a dit à un congrès du MEDEF aux entreprises, je ne vais pas vous demander de contrepartie en contrepartie des aides que je vous accorde, parce que ça briserait la confiance, et la confiance, c'est le bien le plus précieux entre nous. En gros, il a confiance aux entreprises, mais pas aux voilà, Français. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Mais il y a certainement... nous, on réfléchit beaucoup au système comptable et fiscal des entreprises. Il y a des systèmes de comptabilité élargie qui tiennent compte du capital humain et naturel touché par l'entreprise, qu'on veut, qui sont expérimentés sur les territoires zéro chômeur de longue durée et qui permettent aux entreprises de ne plus être dans une stratégie que leur comptabilité et leur fiscalité actuelle les oblige à avoir, qui est le profit à court terme maximum. Donc il y a quand même, je pense que la qualité du travail et la qualité de vie au travail et les rémunérations ne peuvent pas s'augmenter dans toutes les entreprises si l'État, comme il le fait dans les entreprises à but d'emploi, il y a une avance de l'État de 20 000 € par poste créé. L'État a un retour sur investissement à travers les cotisations sociales, la CSG, la TVA, les impôts sur le revenu presque immédiats de 15 000 € par an. Mais en contrepartie de ça, on sait que quand l'État met sur la table 20 000 € sur un territoire zéro chômeur de longue durée, il y a un CDI au SMIC avec une qualité de vie au travail réelle qui est créée. Quand l'État met sur la table, si on compare avec le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, on sait, l'emploi qui est sur un territoire zéro chômeur de longue durée a un coût résiduel de 5 000 € une fois que l'État a eu son retour sur investissement. Avec le CICE, il est de 200 000 € ou 300 000 €. Donc, donc c'est sans proportion. Alors donc je voulais qu'on reparle, Céliane, de la situation réelle des personnes privées d'emploi et notamment de la question toujours des banques, parce que les personnes privées d'emploi sont finalement à proportion de leurs revenus les plus pressurisées par les banques, par les agios, par un certain nombre de dispositifs punitifs qui doivent être l'objet de discussions, notamment au sein de votre collectif. C'est pas une question qu'on a tellement abordée, pour dire vrai, sur la question des banques et des AGO. Après, c'est bien connu qu'en fait, être pauvre coûte très cher. Il y a eu des livres qui sont parus sur le sujet. Mais en fait, le problème aussi, c'est que, en fait, par exemple, des personnes au chômage qui auraient potentiellement droit à d'autres aides, aujourd'hui en France, pour savoir à quelles aides on a le droit et les demander, c'est des processus extrêmement compliqués. Nous, on rencontre encore tous les jours des personnes qui n'ont pas accès à un ordinateur, alors qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé, ou tout simplement des personnes qui ne sont pas en capacité d'écrire correctement pour faire leurs demandes, et on est obligé d'aider ces personnes-là parce que le service public ne le fait plus, en fait. Alors que ça, justement, ça pourrait être l'objet d'un emploi dans un territoire zéro chômeur. Non, moi j'estime que c'est plus du service public, donc c'est des emplois publics. Il ne faut pas désosser non plus Pôle emploi. Des emplois publics de
Enfin, vous parlez d'accompagnement des personnes au chômage ? Notamment dans les aides qui consistent à aider à prendre en main l'informatique ou alors à écrire, tout simplement. Ben non, pour moi, c'est vraiment l'emploi public et l'emploi privé qui ont leur travail à faire. Enfin, la règle des emplois sur les territoires zéro chômeur, c'est que ça doit concurrencer ni les emplois publics, ni les emplois privés, ni le bénévolat possible. Et pour autant, on arrive à trouver tout un tas d'activités qui répondent à des besoins sociaux ou écologiques sur le territoire, qui sont donc pas solvables et pas rentables à court terme, qui sont ultra utiles parce que, par exemple, ça permettrait de lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, ça a une vraie utilité aussi. Et toutes les personnes, au chômage ou pas, qui s'interrogent de plus en plus sur le sens de leur travail, trouvent dans ce type d'emploi-là des vraies réponses aussi. Donc Céliane, on parlait donc des personnes qui ont même du mal à faire valoir leurs droits parce qu'elles ont des difficultés à prendre en main l'écriture ou alors l'informatique. Et aussi, le chômage peut aussi vous plonger dans des pathologies, y compris les pathologies mentales qui vous éloignent encore plus de l'emploi et qui vous stigmatisent encore plus. Oui, surtout avec tous les discours qu'on entend constamment sur les chômeurs. Et c'est bien connu qu'en fait, aujourd'hui aussi, le travail, c'est aussi ce qui permet aux gens de se sociabiliser, en fait, tout simplement, de sortir de chez eux. Et que les personnes en chômage de courte ou de longue durée peuvent tomber très facilement, en fait, dans la dépression, parce qu'en fait, ça isole complètement de la société. Et justement, quand on entend des discours comme ceux qui ont été, celui qui a été diffusé par LCI, qui n'a pas vraiment rectifié le tir, si on en croit Jean-Christophe, ça ne doit pas aider. Alors, il y a deux députés, Sarah Legrain et Adrien Clouet de la NUPES, qui ont émis un signalement auprès de l'ARCOM. L'ARCOM, c'est le gendarme de l'audiovisuel, pour, demander des comptes à LCI. Est-ce que quelque part, le fait de pousser des médias un peu insultants, on va dire, à revenir sur la parole, est-ce que ça peut aider des personnes privées d'emploi à restaurer quelque part la dignité qu'on veut leur enlever ? Je pense que les personnes qui sont dans le chômage connaissent leur propre réalité et savent qu'elles ne gagnent pas, je ne sais pas, comme les chiffres de LCI l'annonçaient, plus de 1 500 € par mois, quoi. Enfin, c'est pas vrai, de toute façon. La location moyenne, elle est à 960 €. Par contre, nous ce qu'on voit, c'est que quand il y a des discours au journal télévisé du type au RSA, où avec les allocations chômage, on peut gagner autant qu'avec le SMIC, le lendemain matin, dans les cours de récréation, des enfants de parents chômeurs ou bénéficiaires du RSA qu'on connaît s'entendent dire par leurs petits copains, à la télé, on a dit que ton père, il gagnait plus à rester dans son canapé. Donc c'est une vraie humiliation pour les enfants parfois, en plus pour les personnes visées. Donc indirectement, ça casse aussi les relations entre les enfants à l'école, ça peut exclure davantage les enfants et les casser aussi dans leur capacité d'apprentissage. Donc là, tout ça, c'est des dégâts qu'une expérimentation comme Territoire Zéro Chômeur, on voit ce que ça reconstruit. Des enseignants sur les territoires Zéro Chômeur nous disent qu'en moins d'une semaine, ils savent, sans que les enfants à l'école aient besoin de le dire, si papa ou maman a été embauché dans l'entreprise à but d'emploi. Et on le voit au comportement des enfants. Tout ça, c'est aussi, c'est pas seulement ne pas avoir accès au crédit bancaire ou à un logement, c'est aussi être de plus en plus, comme Céliane le disait, coupé de la société et même de son environnement proche. Quand on est au chômage de longue durée, petit à petit, les études montrent qu'on désapprend à lire, on désapprend à être en relation avec les autres, alors c'est le moment où on a le plus besoin de tout ça pour aller se présenter devant un employeur, etc. Il faut aussi que les employeurs ils comprennent ça, que quand quelqu'un a été longtemps éloigné du travail, il ne peut pas forcément percuter tout de suite dans un entretien d'embauche. Et on sait que les chômeurs de longue durée sont discriminés par rapport à l'emploi. C'est une évidence. Quand on est dans la pauvreté, quand on a des marqueurs de pauvreté ou de chômage sur son CV, on a moins de chances d'obtenir des entretiens d'embauche. Et si on a la chance d'en obtenir, on a encore moins de chances derrière d'être choisi. Pour que les employeurs le comprennent, il faudrait que tous aient conscience qu'il s'agit d'êtres humains et non pas forcément de ressources humaines, tel que le mot qui s'est imposé
laisse entendre des choses assez particulières. Merci en tout cas beaucoup à vous, Céliane et Jean-Christophe, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci d'avoir peut-être permis à certains de confirmer ce qu'ils ressentent et qui est nié par un certain nombre de médias, ou alors de comprendre mieux ce qui peut arriver aux voisins qu'on considère comme un privilégié, parce que la télé le dit. Donc je rappelle les livres d'A.T.D. Carmonde, En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, qui est préfacé par Cécile Duflot, et puis un autre recueil, Zéro chômeur, donc qui raconte l'expérimentation des territoires zéro chômeur. C'est la fin de ce magazine d'infos en direct, la première de Toujours Debout. On rappelle que pour cette saison 6, le média s'engage dans une aventure qui doit le conduire à être diffusé à la télévision. D'ores et déjà, nous avons une antenne 24 heures sur 24 et des directs de 13h à 17h où nous n'en avons pas les moyens, très clairement. C'est de la folie si on regarde notre comptabilité, mais nous voulions faire un effort de prototypage pour pousser celles et ceux qui hésitent encore à rejoindre la cohorte des abonnés payants du média, la chaîne d'infos et de combat. Enrôlez-vous, mais faites notre pub aussi. Une autre chaîne d'infos est possible, une chaîne d'infos portée par des milliers de citoyens et de citoyennes et non des oligarques, une chaîne d'infos qui porte les combats des classes laborieuses contre le 1%. Eh bien, c'est possible. Rejoignez-nous, restez connectés aux médias.